Entre 2021 et 2026, je pense qu'on est déjà à un shift de 100 degrés ou presque 180. Pourquoi? Parce que avant on était dans le Bitcoin, c'est mal, les cryptos, c'est du scam, il faut pas y aller. Il faut faire avec des acteurs régulés. Donc il y a déjà une première étape. Et le Bitcoin rentre dans les mœurs financières, ça rentre dans l'éducation financière des personnes physiques. Le Bitcoin, c'est aujourd'hui, entre guillemets, la valeur refuge numérique, l'or digital. Voilà, ça rentre dans la compréhension financière de beaucoup d'acteurs, que ce soit les CGP, que ce soit les personnes avec un certain revenu qui veulent diversifier, et surtout beaucoup les jeunes qui sont nés avec un téléphone dans la main. Effectivement, les paiements cross-border, les paiements internationaux, c'est des échanges d'informations financières de manière sécurisée par le réseau mondialement connu qui s'appelle SWIFT. Une personne, on va dire, installée à Abidjan, qui a besoin de payer son fournisseur installé à Bruxelles. C'est deux systèmes bancaires différents, c'est des devises différentes, mais il y a un canal international réputé qui est le GIE SWIFT, et donc il faut que les banques soient en clé, c'est-à-dire en connexion. En général, lorsqu'elles ne sont pas en connexion, elles passent par des correspondants, c'est-à-dire des banques dont le métier est de mettre en relation d'autres banques parce qu'elles ne sont pas en connexion directe. Donc c'est long parce que il faut trouver sa banque de correspondance qui va recevoir l'argent et après aller le donner à la banque du bénéficiaire. Donc ça, les banques, c'est 9h ou voilà, 8h, 18h, du lundi au vendredi, et c'est dans ces horaires-là que c'est traité. Et après, forcément, comme il y a du traitement informatique et humain, il y a un coût. Après, il y a le cours de change de devises, que ce soit du CFA en Afrique de l'Ouest ou CFA Afrique centrale, ou vers de l'euro, vers du dollar et ainsi de suite, ou du naira. Il y a ce change-là qui s'opère, ça fait des frais supplémentaires parce qu'il y a autant d'intermédiaires. Et puis, on a Bitcoin qui arrive et qui dit c'est trop long, c'est trop cher, et je ne suis pas, c'est quoi ce bordel? Et je ne suis pas propriétaire de mon argent. Donc, Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet 21. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Estelle Moutouam, qui est VP Crypto Banker, dans une banque qui est crypto friendly. Aujourd'hui, on va découvrir le parcours d'une banquière qui a vécu le rabbit hole Bitcoin. Avant de démarrer, j'ai le plaisir de vous annoncer que je serai présente à la conférence Bitcoin Afrique qui aura lieu à Ouagadougou du 17 au 19 avril. Cette conférence, c'est un moment unique, c'est un lieu de rendez-vous pour tout l'écosystème Bitcoin de l'Afrique francophone. Si cet événement vous intéresse, vous trouverez le lien avec toutes les informations en commentaire. C'est parti pour l'épisode. Bonjour Estelle. bonjour Elodie. Comment ça va? Très bien, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Et je suis très heureuse qu'on puisse faire enfin cet épisode parce que j'ai plein de questions pour toi. Je me doute bien. Mais avant de démarrer, j'aimerais bien qu'on commence par toi. Donc, dis-nous qui tu es, comment tu arrives à la banque. Moutouam Estelle, Corporate Banker VP Crypto Lead dans une banque française de la place. Formation bancaire, carrière dans la banque. Donc la banque classique jusqu'à ce que j'arrive dans cette banque atypique et je découvre le Bitcoin, les actifs numériques. Je connaissais le Bitcoin mais je ne connaissais pas les actifs numériques. Donc je me suis dit qu'est-ce que c'est que les actifs numériques? On me l'a présenté et puis de fil en aiguille j'ai découvert que Bitcoin finalement pouvait être accepté dans une banque. Ce n'était pas un mot tabou, ce n'était pas quelque chose d'illicite comme j'avais pu le penser précédemment et ça a été une découverte jusqu'aujourd'hui. Je continue toujours à découvrir de quoi est capable cette infrastructure et à quoi sert son token finalement. Et qu'est-ce qui t'a fait penser que Bitcoin était illicite avant? Étant banquier de parcours et de travail, on va dire ça comme ça, dans l'une de mes précédentes fonctions, j'avais entendu le mot Bitcoin au hasard du traitement d'une transaction. Le métier de banquier, qui dit banquier dit origine des fonds et justification de l'utilisation de ces fonds. Donc, le client nous informe que c'est la vente d'un Bitcoin qui lui a donné ce cash. Bitcoin, première fois que j'entends le mot Bitcoin, et là, c'est alerte générale, comme je l'ai dit. Non, c'est de l'argent illicite parce que c'est du Bitcoin. Donc Bitcoin est assimilé
de l'anonymat, des activités illégales totalement interdites. On ne sait pas d'où ça vient, on ne connaît pas son origine. Donc forcément, ça interpelle. Et puis il y a eu d'autres des retombées par rapport à ça. Mais j'avais aussi entendu le mot blockchain. Toujours chez mon précédent employeur, j'entends le mot blockchain adossé à la supply chain. Ben, je demande qu'est-ce que c'est qu'une blockchain? Mais bon, les sachants ne veulent pas trop en parler. Voilà, ça, on dirait que c'est réservé à une élite. C'est voilà. Un secret. Et en même temps, j'entends EME, blockchain. Je dis bon, on n'en parle pas, c'est pas dans la bande de détails. Voilà, on n'a pas besoin de savoir. Ok. Ben, ça s'arrête là jusqu'au jour où j'arrive où je suis aujourd'hui et je vois que dans une banque française, on peut dire ce mot qui a été longtemps considéré comme incompatible avec le secteur bancaire. Et là, c'est nouveau, franchement. Et voilà, il y a un certain attrait, forcément, les actifs numériques et la blockchain en général. Soit on aime, soit on n'aime pas. Soit on adhère à la philosophie qui est à l'origine de la création de la blockchain. C'est vrai. Soit on se dit oh c'est encore quelque chose d'assez nébuleux, abstrait, voilà pour des geeks, voilà mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Et du coup quand tu arrives dans cette banque et tu entends que le Bitcoin n'est pas un gros mot, les crypto-actifs sont pas des gros mots, c'est quoi ta réaction? Est-ce que tu dis ils sont complètement fous ou tu te dis oh bon bah peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus ou enfin, quel est ton cheminement personnel en fait face à cette nouvelle donnée? Ben, je suis arrivée dans une entreprise qui faisait des choses que les autres ne voulaient pas faire. J'ai trouvé ça très courageux. J'ai trouvé ça novateur parce que finalement on se rend compte qu'il y a des personnes physiques ou morales qui ont besoin d'exercer, d'encaisser, de faire et qu'il y ait une banque comme celle-là qui soit capable de le faire, moi j'ai trouvé ça plus que génialissime. Il en faut du courage d'aller à contre-courant dans un écosystème établi, dans un système complètement établi, mais paradoxalement, on avait quand même une loi, la loi Pacte, qui autorise à le faire. Donc je me suis dit, si la banque a pu le faire, c'est que c'est faisable. Et donc ça vaut le coup de s'y intéresser. Et précédemment, j'avais un client, on va dire, qui souhaitait être EME. Donc, de fil en aiguille, si l'autorité prudentielle française, la CPR, peut autoriser cette activité, si l'AMF, l'autorité des marchés financiers, peut l'autoriser, c'est que c'est faisable. Et j'aime tout ce qui est nouveau. J'aime tout ce qui ne se fait pas encore. Et j'étais arrivée au bon endroit, au bon moment. Et voilà, il fallait le faire, il fallait porter. C'était nouveau aussi dans la banque. Donc, je me suis naturellement intéressée à ça. J'ai été accompagnée aussi par l'entreprise qui trouvait bien qu'il y ait un collaborateur qui puisse porter le sujet. Donc forcément, de fil en aiguille, je découvre, il y a un intérêt, on est peu nombreux encore dans la banque à le faire. Et puis on trouve la formation à l'IRA qui, voilà, qui présente tout du prémisse de la monnaie, les raisons de la création de la blockchain et Bitcoin et toutes les blockchains qui suivent après. Donc c'était un parcours nécessaire, je trouve aujourd'hui avec le recul, de pouvoir aller dans les origines pour comprendre la philosophie et finalement l'utilité du Bitcoin. Oui. Bah, du coup, coucou à Daniel. Hein. Pour son magnifique cours sur toute l'histoire. Moi, c'est vraiment la partie que j'ai adorée dans la formation à l'IRA. Mais du coup, il faut beaucoup d'humilité pour se dire, bah, en tant que banquière, tu avais quand même pas mal d'années d'expérience, de repartir sur, on va dire, les bancs de l'école pour réapprendre, on va dire, quelque chose qui est tout nouveau. Comment tu vis cette formation, le fait de retourner à l'école? Enthousiasme, comme un enfant qui découvre quelque chose de nouveau, qui a envie d'apprendre. Et puis, c'est un challenge personnel quand on travaille depuis plusieurs années et qu'il faut retourner à l'école après les heures de boulot. Mais il y a ce désir, cette soif de connaissance, de comprendre ce que c'est, parce que si une banque dit qu'on peut faire, on peut prendre ces personnes, ces entreprises qui travaillent dans ce secteur, qu'on peut leur proposer un service bancaire auquel elles ont droit, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Et donc, pour pouvoir aussi répondre à ces personnes qui viennent nous voir, je suis plus entreprise, qui viennent nous voir en disant, voilà, j'ai tel projet, je veux encaisser ou je vais envoyer, il faut comprendre
pourquoi, à quoi ça sert, comment, quels sont les risques, quels sont les moyens de les protéger. Et je suis comme une enfant, je fais mes devoirs, je suis les lives tous les soirs. Le week-end, en groupe, il faut travailler, il faut préparer son projet. Et comme j'avais aussi mes collègues, on était une poignée à le faire ensemble. Donc, c'était vraiment de se retrouver à l'école et en même temps faire quelque chose de passionnant et quelque chose qu'on comprend et qu'on a envie de porter aussi. Oui, et puis aussi le côté enthousiasmant, grisant, de se dire on apprend des nouvelles choses, des choses que les gens ne comprennent pas encore, pour pouvoir justement retransmettre cette... Et il faut avoir l'humilité parce que dans les promos, voilà, les promos à l'IRA, il y a de tous les profils, il y a tous les profils. Et du coup, quand on est avec des personnes qui sont encore plus en avance sur la compréhension de la blockchain, on se dit, il faut se mettre au niveau, il faut bosser. On n'est pas tech, on n'est pas dev, mais il faut comprendre, il faut suivre. Donc, ça demande de l'investissement et il faut en avoir envie. Et je suis vraiment ravie que la banque m'ait donné l'opportunité de comprendre ça parce qu'aujourd'hui, ça me permet d'être le premier banquier de France qui comprend la blockchain, qui accompagne les clients, qui comprend le Bitcoin, qui comprend les mécanismes financiers de la banque de détail dessus. Oui. Donc ça vraiment c'est incroyable et puis surtout bon tu me diras si c'est vrai ou pas mais tu accompagnes aussi des entreprises, tu les vois depuis qu'elles sont entre guillemets bébés jusqu'à ce qu'elles grandissent parce que les entreprises de l'écosystème souvent c'est des petites entreprises qui évoluent après donc ça doit être aussi intéressant de voir comment elles évoluent. C'est plus qu'intéressant, c'est gratifiant de voir certaines pépites aujourd'hui. De les avoir connues au début et de voir ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Il y en a qui sont Mika, il y en a qui sont internationales. On voit aussi des projets en protocole DeFi qui sont devenus de grosses entreprises, des protocoles qui n'ont l'air de rien, mais on voit leur utilité. Et ça, c'est dire, on a contribué à son échelle à ce que c'est aujourd'hui. C'est très gratifiant de pouvoir le faire. Et aussi derrière, mon métier aussi, c'était de dire, et c'est d'ailleurs, de dire que vous faites ce projet-là, mais derrière, il y a l'obligation réglementaire. On rappelle aussi, attention, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Et le secteur est beaucoup plus structuré aujourd'hui qu'en 2021. Tout à fait. Oui, aujourd'hui, les sociétés sont mieux accompagnées. Elles sont mieux structurées. Le discours qu'on a eu en 2021, 2022, 2023 avec l'agrément PSAN, ce n'est plus le même aujourd'hui. Il y a plus d'acteurs qui accompagnent. Et le Bitcoin rentre dans les mœurs financières. Ça rentre dans l'éducation financière des personnes physiques. Le Bitcoin, c'est aujourd'hui, entre guillemets, la valeur refuge numérique, l'or digital. Voilà, ça rentre dans la compréhension financière de beaucoup d'acteurs, que ce soit les CGP, que ce soit les personnes avec un certain revenu qui veulent diversifier, et surtout beaucoup les jeunes qui sont nés avec un téléphone dans la main. Beaucoup de jeunes actifs à partir même, on va dire, de la première, et dès qu'ils ont leur autonomie et la majorité, ils sont sur des néobanques qui proposent des actifs numériques. Donc aujourd'hui, le Bitcoin, c'est un incontournable, et la blockchain, de façon plus générale, est un incontournable dans le secteur financier. Mais du coup, par rapport à ça, comment tu vois ton secteur réagir par rapport à ça? Parce que il y a encore le post que j'ai partagé, voilà, ça fera quelques semaines maintenant quand l'épisode sera diffusé. On reçoit quand même encore des lettres de mise en garde quand on prononce le mot Bitcoin auprès de sa banque. De l'intérieur, comment tu vois la transformation de la banque face à tout ça? Est-ce que tu penses que tes collègues vont y aller de toute façon? Est-ce qu'on a un gros niveau de réticence encore? À quel niveau on en est? Entre 2021 et 2026, je pense qu'on est déjà à un shift de 100 degrés ou presque 180. Pourquoi? Parce que avant on était dans le Bitcoin, c'est mal, les cryptos, c'est du scam, il faut pas y aller. Il faut faire avec des acteurs régulés. Donc il y a déjà une première étape. Mais il y a aussi un vrai combat, une vraie difficulté qui est celle des banques. C'est qu'aujourd'hui,
quoi que l'utilisateur fasse, il va rejeter la responsabilité sur la banque. Donc, à force d'être responsable des habitudes ou des absences de sécurité et manque de réflexion des utilisateurs de banques, les banques sont obligées de se protéger et aussi de mettre en garde. Donc malheureusement, il y a des automatismes qui sont faits. C'est-à-dire que, par exemple, pour ce courrier que tu as reçu, ils sont dans l'obligation, la banque est à l'obligation de vous dire on vous a prévenu, parce que demain, s'il s'avère que le projet ne fonctionne pas ou perd de l'argent parce que c'est une activité comme une autre, certains clients vont dire oui, mais la banque, elle avait vu que j'avais fait le virement. Elle aurait pu me prévenir, c'est de sa faute. Enfin, les tribunaux regorgent énormément d'affaires de ce genre. Donc, c'est pour ça que les banques font beaucoup de prévention, beaucoup de rappels, même pour enregistrer un RIB. On doit certifier que le RIB, c'est celui de la bonne personne, qu'on s'engage, est-ce que c'est de la responsabilité de l'utilisateur. Donc, d'une part, c'est normal que la banque mette en garde. Deuxièmement, nos confrères doivent aussi se mettre à jour en disant l'AMF, qui est quand même le régulateur auquel nous sommes tous assujettis en tant qu'établissement de crédit et institution financière, a une liste d'acteurs. Donc, peut-être adapter un peu les tablettes informatiques en interne en disant, voilà, si un virement va vers telle entité, c'est que c'est une entité qui a pignon sur rue, qui a le droit d'exercer. Après, il y a aussi le travail des banquiers de dire, d'accord, Madame Michu va investir 5 000 € dans une société qui propose de l'investissement en Bitcoin ou va investir 5 000 € pour acheter du Bitcoin, mais son épargne personnelle, c'est de 10 000 €. Là, c'est le travail du banquier de dire, vous investissez plus que vous n'avez de disponible. C'est ce travail-là qu'il faut faire. Et on ne le fait pas du jour au lendemain quand on a 60 millions de consommateurs. Il faut que ça prenne du temps, il faut que les gens soient éduqués financièrement et que les gens ne viennent pas, que les Français ne viennent pas nous dire, ben moi j'ai 2 000 € là, c'est tout le monde disponible, le Bitcoin a baissé. C'est le moment all in. Voilà, c'est ça, all in. Je mets tout. Je mets tout. Allez, comme au casino. Non, la banque va dire non. Et c'est du devoir de la banque de dire non. De dire non, on ne fait pas ça. Donc, il y a cette adéquation. Parce qu'aujourd'hui, même si on n'a pas une vraie catégorisation du Bitcoin et des actifs numériques comme actifs financiers, ça n'en demeure pas moins un investissement avec un risque. Bien sûr. Ce que je dis toujours aux gens qui investissent, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, sans que ça ne vous soit préjudiciable. Et c'est pour ça qu'on a des sociétés comme celle dans laquelle tu as investi qui font du DCA. Ça permet progressivement de s'y exposer, petit à petit. Pour ceux qui aiment fumer, on dit, bon, on va prendre le prix d'un paquet de clopes de la semaine et on va le mettre dans du Bitcoin ou dans un ETF Bitcoin ou dans un ETN comme on a un confrère qui va se lancer là-dedans. Bien sûr, ouais. Voilà. Donc le marché évolue, mais le marché évolue doucement parce que la banque, c'est un métier régulé et pas sévèrement, mais strictement régulé. Donc une banque, avant d'implémenter un nouveau service et un nouveau produit, il faut qu'elle forme l'intégralité de ses collaborateurs, qu'elle mette des outils en ce sens et qu'elle s'assure qu'elle respecte la réglementation. Quand on est une fintech de 20 personnes, 50 personnes, on est agile, on le fait d'un claquement de doigts. Mais quand on est ne serait-ce que 500 ou même 1000, 10 000, 50 000 collaborateurs, on ne le fait pas de la même façon parce que pour peu qu'il y ait un loupé, c'est la responsabilité de la banque qui peut être remise en cause. Donc voilà, c'est pour ça, c'est qu'elles ne veulent pas, ce n'est pas qu'elles ne veulent pas, pardon, c'est qu'il faut y aller de façon prudente. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour ces éclaircissements. C'est vrai que moi, ça me fait penser ce que tu me dis à l'histoire de la dame qui avait eu l'arnaque au sentiment sur Brad Pitt, qui a porté plainte contre sa banque. Donc, effectivement, on peut comprendre que les banques se protègent. Après, moi, le point, on va dire, qui m'a le plus embêté, c'est que, on va dire, c'est le manque de ce côté personnalisé. Donc, de dire, effectivement, cette société, elle a même un agrément MiCA.
Donc de se dire, bah oui, effectivement, ça c'est une société qui est régulée, donc on va pas faire une mise en garde aussi brutale, mais peut-être informer la cliente sur le fait que, bah je sais pas, elle devrait peut-être mettre moins d'argent ou, enfin voilà, quelque chose d'un peu plus fin. Ça, c'est le travail des banques privées. Voilà. Dans une même des grosses institutions financières comme et banques comme celles que nous avons en France, tout est normé. Le courrier, malheureusement, il devait partir. C'est ça. Mais Et il a pas trop tardé, hein. Il est parti vraiment dans 10 minutes, j'avais le courrier. mais voilà, c'est aussi pour protéger les clients et leur rappeler que avant d'investir, faites attention. Et après, le niveau de personnalisation, forcément, c'est quand on est dans des pôles banques privées et ainsi de suite, parce que voilà, on peut pas faire de la personnalisation pour chacun. Je pense que les banques voudraient le faire pour tout le monde, mais ça demande beaucoup de temps et c'est pour ça que les rendez-vous annuels qu'on fait avec le banquier, c'est l'occasion aussi de dire voilà comment je me projette, voilà ce que je souhaite faire. Comme ça aide aussi la banque à savoir où vous allez et ça ne surprend pas quand il y a des transactions qui vont, par exemple, dans ce genre de produits. Claire. Après, c'était un investissement en capital, donc on a le droit d'investir en capital, mais il faut toujours s'assurer que l'investissement de nos clients sont en adéquation avec leur profil de risque et leur état patrimonial, leur situation patrimoniale. C'est vrai, effectivement, il y a aussi ce point-là. Moi, j'aimerais bien qu'on ouvre un peu le capot. Allons-y. T'inquiète pas, on va y aller en douceur sur un sujet qui, moi, me tient à cœur et qui, d'ailleurs, est celui qui m'a frappé quand j'ai lu le white paper de Bitcoin et que j'ai commencé à comprendre, en fait, ce que c'était. C'est sur la partie paiement. Parce que Bitcoin, ça reste un système de paiement et le premier usage, en fait, c'est sur la partie paiement cross-border. Est-ce que toi, en tant que banquière, tu peux un peu expliquer comment se passent les paiements cross-border et pourquoi aujourd'hui c'est aussi compliqué? Effectivement, les paiements cross-border, les paiements internationaux, c'est des échanges d'informations financières de manière sécurisée par le réseau mondialement connu qui s'appelle SWIFT. Une personne, on va dire, installée à Abidjan, qui a besoin de payer son fournisseur installé à Bruxelles. C'est deux systèmes bancaires différents, c'est des devises différentes, mais il y a un canal international réputé qui est le GIE SWIFT, et donc il faut que les banques soient en clé, c'est-à-dire en connexion. En général, lorsqu'elles ne sont pas en connexion, elles passent par des correspondants, c'est-à-dire des banques dont le métier est de mettre en relation d'autres banques parce qu'elles ne sont pas en connexion directe. Donc, c'est long parce que il faut trouver sa banque de correspondance qui va recevoir l'argent et après aller le donner à la banque du bénéficiaire. Donc ça, les banques, c'est 9h ou voilà, 8h, 18h, du lundi au vendredi, et c'est dans ces horaires-là que c'est traité. Et après, forcément, comme il y a du traitement informatique et humain, il y a un coût. Après, il y a le cours de change de devises, que ce soit du CFA en Afrique de l'Ouest ou CFA Afrique centrale, ou vers de l'euro, vers du dollar, et ainsi de suite, ou du naira. Il y a ce change-là qui s'opère, ça fait des frais supplémentaires parce qu'il y a autant d'intermédiaires. Et puis, on a Bitcoin qui arrive et qui dit c'est trop long, c'est trop cher, et je ne suis pas. C'est quoi ce bordel? Et je ne suis pas propriétaire de mon argent. Donc, on va enlever tous les intermédiaires et on va faire du pair à pair. Ce qui est à l'origine de l'économie et des échanges. Avant, on faisait du troc. Et Bitcoin remet juste, mais de façon numérique, la base de la monnaie et de l'économie. C'est une communauté qui a besoin de quelque chose, et plus la communauté en a besoin, plus ça a de la valeur, et il faut qu'on échange directement sans intermédiaire, un peu comme quand on va au marché. L'agriculteur ou l'éleveur apporte directement ou ses légumes ou les animaux qu'il a à vendre, celui qui a besoin vient directement et on échange, on se met d'accord sur une valeur commune. Sur un étalon. Tout à fait. Donc, après le monde évoluant comme il évolue, on a mis des intermédiaires parce qu'il fallait que chacun puisse avoir sa marge et puis des intermédiaires pour pouvoir connecter différents individus, ce qui fait
autant de frais et autant de délais, parce que le métier de banque, quel que ce soit le pays, est régulé. Donc forcément, c'est long, c'est coûteux, et il y a le sujet de devises. Ouais. Effectivement, le sujet de devise, parce qu'effectivement, avec un étalon universel, les choses sont simples. Mais quand on doit changer en plus des devises, en plus de tous les corridors qu'on a, et dans ces corridors-là, on peut, on perd, on va dire, un peu de l'argent qu'on veut transférer. Ensuite, on change de devise, on perd aussi de l'argent. Est-ce que avant Bitcoin, on va arriver sur les stablecoins aussi, qui sont une solution à tout ça. Est-ce que avant Bitcoin, il y avait des alternatives à Swift? C'est-à-dire que quand un pays est exclu de Swift, c'est quoi ces solutions? Le troc, l'or. Il n'y a pas de vraie alternative aujourd'hui à Swift parce que c'est le plus gros réseau d'échange d'informations financières de façon sécurisée. On a une alternative chinoise, le CIPS, mais bon, pour l'instant, c'est réservé qu'à la Chine et à quelques pays. On a l'alternative russe qui est le SPFS, mais bon, c'est toujours que quelques pays. Ouais. Swift reste le moyen le plus sécurisé et authentifié aussi pour confirmer une transaction. Parce que c'est ça le but, c'est de dire quand on est dans des échanges internationaux, c'est de s'assurer que la copie du message Swift que j'ai prouve que l'argent est envoyé. C'est ça, oui. Et aujourd'hui, quand on est sur de gros volumes, je ne vais pas parler encore des personnes physiques, mais je vais parler des sociétés qui importent-exportent. Soit on a une lettre de change, mais ça passe toujours, enfin une lettre de crédit, pardon, ou un crédit documentaire, ça passe toujours par les banques. Mais le SWIFT est le seul moyen aujourd'hui d'envoyer de l'argent. Après, pour l'usage de personnes physiques, on avait le mandat poste à l'époque. Dans des pays, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique vers l'Europe, l'Occident, dans sa grande majorité, on avait ça. Après, on a eu MoneyGram et Western Union qui sont arrivés, qui ont littéralement fait exploser le circuit bancaire. Et puis tant mieux, parce que tout le monde n'a pas accès à une banque, contrairement à ce qui est en Occident. Je précise bien l'Occident, l'Europe, l'Amérique du Nord. Et il fallait bien que ces personnes qui sont exclues du système pour diverses raisons puissent continuer à échanger. Et c'est là où on a eu ces premiers intermédiaires qui sont arrivés. C'est vrai. Qui ont permis de faire des transferts. Et ils étaient innovants à l'époque, à tel point qu'ils étaient en situation de monopole, ce qui leur a permis de mettre des frais assez élevés. Et ces frais, une fois de plus, je ne vais pas les défendre, mais ces frais étaient aussi pour pouvoir faire fonctionner leurs outils, leurs systèmes, et aussi répondre à des obligations, parce que c'est des personnes qui sont soumises, c'est des personnes morales qui sont soumises à une réglementation encore plus stricte, parce qu'elles prennent du cash. Il faut, voilà, la LCBFT, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, c'était les moyens les plus aisés, parce qu'on n'avait pas besoin de justifier jusqu'au bout, ni le retrait, ni le dépôt. C'est ça, on pouvait venir déposer de l'argent cash et retirer de l'argent cash de l'autre côté. Donc, première étape. Et après, eux, se sont un peu retrouvés en difficulté parce que ils ont été malgré eux assimilés à des choses. Et puis, on a eu l'arrivée des smartphones. Révolution. Révolution. Et le mobile money. Et là, encore, c'est une autre innovation technologique parce qu'on utilise un numéro de téléphone, un opérateur de téléphonie pour envoyer de l'argent. Une fois de plus, toujours dans les mêmes formes, les mêmes secteurs, les mêmes périmètres géographiques et vers les mêmes usagers. Et typiquement, quand on a un jeune entrepreneur qui a besoin de se faire payer, aller à la banque, les conditions d'accès à une banque, ça reste un peu compliqué. Ah, c'est compliqué. Voilà. Les frais bancaires pour faire un virement, ne serait-ce qu'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Ouais, déjà sans parler de l'Occident. Et si on veut aller du Nigeria à l'Afrique du Sud, voilà. On est coincé déjà. Exactement. On va faire la même chose pour l'Amérique latine. Le peso argentin et le réal brésilien. Voilà. Donc, qu'est-ce qui peut faire que ce sujet de devise, ce verrou saute et que finalement les gens puissent s'échanger une valeur commune? C'est là où Satoshi... Voilà, c'est là où Satoshi a dit, les gars... Satoshi dit, au-delà de ça, on veut s'échanger entre nous une valeur commune.
et qui ne tient qu'à la force de la communauté, en fait. C'est ça. Et c'est arrivé, mais il fallait y penser. Quand ça arrive, on se dit oui, c'est normal, mais il fallait y penser. Et c'est là où c'est un vrai avantage, parce que avec le Lightning, tout de suite, très très rapide et moins cher. On frôle les zéros. Oui, pour pour certaines l'instant. transactions. Mais c'est assez intéressant de voir que finalement, un système, je parle du système bancaire qui a été fait pour sécuriser les transactions, parce que la régulation du système bancaire provient aussi des énormes fraudes qu'il y a pu avoir, des personnes qui se sont fait passer pour des banques et qui ont escroqué. Et sur les actifs numériques, aujourd'hui, on a encore le cas. Des personnes qui se font passer pour des plateformes crypto, qui poussent les gens à investir. On a eu ça. Plein, oui. On a vu ça avec l'or, on a vu ça avec des fausses assurances vie. Donc la crypto, malheureusement, N'y échappe pas, oui. n'y échappe pas, et c'est encore plus violent aujourd'hui avec tout ce qui se passe sur la centralisation des données. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Oui, tout à fait. Effectivement, il y a aussi ce sujet qui est, on va dire, qui est pas anodin. C'est que pour justement arriver à cette sécurisation, certains acteurs sont obligés aussi de récupérer les données. Et on voit avec ce qui se passe, bon, c'est pas non plus, on va dire, la meilleure période pour faire ça. Heureusement. Bitcoin est venu rappeler que un échange se fait de personne à personne. Grâce à la technologie, parce que c'est Internet, on peut le faire d'un point. On peut se trouver à Kamtchatka. Bon, ça c'est la Russie, on va mettre la Russie de côté. On peut se retrouver à New Delhi et envoyer de l'argent au Nigeria. C'est ça. Sans prendre 2 semaines. Parce que, en plus, pour les entreprises, parce que il y a un enjeu sur leur marge, parce que tu payes des frais, mais aussi des enjeux opérationnels, parce que quand l'argent est immobilisé, ça veut dire que il y a un chantier qui démarre pas, il y a une commande en fait qui n'est pas validée, donc ça a beaucoup de ramifications. Et il y a aussi une autre problématique, c'est la disponibilité des devises. C'est vrai que il y a des endroits où tu as besoin de dollars pour l'envoyer à un fournisseur, tu es prêt à payer tes 10-15%, mais on te dit qu'il n'y en a pas de toute façon. Malheureusement. Après, Bitcoin va venir résoudre juste un problème de transfert. Après se posera, comme tu le marques si bien, le problème de change en devise locale. Et c'est là où le Salvador est la preuve que si on migre une partie de sa monnaie, entre guillemets, vers le Bitcoin, ça résout le problème aussi de la crise de liquidité des devises. Exactement, parce que actif très liquide, et surtout l'une des caractéristiques de Bitcoin que je trouve excellente, dont on parle pas trop, c'est sa divisibilité. C'est-à-dire on peut vraiment diviser, avoir des sats, de sats, donc vraiment ça en fait un actif qui résout une problématique qu'il y a plein de pays qui ont. C'est vrai que nous, quand on vit en Europe, on n'a pas vraiment, on le sent pas trop en fait cette problématique. Mais tout à fait. Et alors, en étudiant Bitcoin, moi je me suis dit c'est une technologie en réalité, donc même une banque pourrait aussi l'utiliser, c'est-à-dire l'utiliser comme un rail finalement, parce qu'effectivement les banques aujourd'hui elles utilisent Swift, rien n'empêche en fait d'encapsuler du Bitcoin ou du Lightning pour proposer des services à ses clients, mais vu de l'extérieur, j'ai l'impression que les banques le voient plutôt comme une menace. Encore plus pour les stablecoins, on le voit avec aux États-Unis où les banques font carrément en fait lever du bouclier parce que Clarity Act, on veut pas trop que les acteurs en fait des stablecoins, des circles par exemple, viennent jouer sur notre terrain de jeu. Donc toi, de ta perception, est-ce que les stablecoins ou même Bitcoin sont une menace en fait pour la banque ou une opportunité d'améliorer les services? Ce n'est pas une menace, absolument pas. Et c'est peut-être une opportunité de voir les choses différemment. Les stablecoins ne sont pas une menace, c'est juste un autre moyen de faire des transferts. La monnaie est un pouvoir régalien. Donc, en aucune façon, la monnaie ne sera remplacée. Et comme la monnaie ne peut pas être remplacée, on a fait le stablecoin, qui, pour certains, appellent ça un peg token. Salut Emmanuel. Mais voilà, c'est de pouvoir
faire un peu le meilleur des deux mondes. On va rester dans une banque, dans un système centralisé. On va utiliser une techno décentralisée pour pouvoir, on va dire, garder la valeur de la transaction étale, sans fluctuation. On sait que voilà, un USDC ou un euro CV, c'est 1 euro, c'est 1 dollar. Donc ça évite le change. Ça, c'est la première idée et la première utilité du stablecoin. Ça ne peut en aucun cas menacer la banque puisque les banques l'acceptent, donc celle dans laquelle je travaille actuellement. Donc c'est un rail de paiement différent qui permet d'aller atteindre plus aisément des points de distribution ou des points de facturation ou des points de livraison. C'est juste un rail supplémentaire. Ça ne vient pas concurrencer, au contraire, je pense que tout doit être complémentaire. Aujourd'hui, si vous avez besoin, je vais prendre le cas de la Chine. La Chine aime bien être payée avant de livrer. Et puis le client va dire, mais moi je préfère mettre un Incoterm pour m'assurer que la marchandise qui a été envoyée correspond. Là, le stablecoin ne sert à rien parce que il y a un bordereau de livraison, soit une lettre de transport aérien, soit un bordereau par transport par bateau. Et là, il faudra vérifier certains autres items avant de payer. Mais quand on paye une prestation de service, une formation, on peut utiliser le stablecoin parce qu'on sait que ça va arriver. C'est de la blockchain, ça va arriver dans ma banque ou chez un partenaire régulé et j'aurai mon argent. Donc ça rassure. Moi, je pense que c'est le meilleur des deux mondes pour l'instant. Bitcoin, en Occident, est considéré comme un outil d'investissement. La preuve avec BlackRock qui a fait son ETF. On voit plein de sociétés, 21 Shares qui fait exactement pareil. CoinShares qui fait pareil. Donc l'idéal, finalement, c'est de dire Bitcoin a un objectif qui n'a jamais été d'être une solution d'investissement, mais bon, on peut l'adapter. Les stablecoins ne viennent pas mettre en péril le monopole bancaire, puisque la monnaie est un pouvoir égalien et c'est l'État qui donne l'autorisation de manipuler cette monnaie. Donc elle ne peut en aucun cas être une menace. Le seul cas que nous connaissons tous, c'est Salvador. Ils se sont dit finalement, vu la fluctuation de la monnaie, l'inflation, pourquoi ne pas prendre cette monnaie digitale qui est accessible à tout le monde parce que ça passe par un téléphone, ça passe par Internet, c'est simple. Donc je pense que Bitcoin répond à des cas d'usage en fonction des spécificités de chacun. Et même les stablecoins ne remplaceront personne ni aucune monnaie puisque c'est la digitalisation, enfin la blockchainisation de la monnaie. Mais justement... Et c'est peut-être aussi là la différence fondamentale entre Bitcoin et les stablecoins. Moi, je dis souvent que les stablecoins, en fait, c'est une V1.2 ou Bitcoin, en fait, c'est une V2 en fait du système. C'est d'ailleurs pour ça que l'adoption de Bitcoin, je pense, sera plus longue et difficile que celle des stablecoins, parce que les stablecoins, c'est vraiment une continuité en fait de la monnaie actuelle. C'est peut-être la marche qu'il faut. Pour y arriver. Et aussi, il y a un vrai sujet sur Bitcoin, c'est comment Bitcoin a été présenté au monde avant, jusqu'à il y a 3 ans. C'était pour des geeks. C'est ça. Dans le noir. On savait pas trop ce qu'ils faisaient. Ça a été présenté. Ça a été présenté d'une façon ou d'une autre. Mais le challenge pour Bitcoin, ce sera l'usage au quotidien. Je vais prendre le cas de personnes lambda qui font leur vie, qui ont besoin d'être payées, que ce soit en Amérique latine. Je parle pas beaucoup de l'Inde parce qu'eux, ils sont un peu réfractaires par rapport à ça pour l'instant. Mais l'Amérique latine ou l'Afrique dans son intégralité, on va au marché, on paye. Il faut juste que la personne au marché sache, comme pour le mobile money, elle veut pas savoir ce qu'il y a derrière. NFC, pas NFC. Il faut appuyer quelque part, on paye, on appuie, on reçoit, on appuie, on manipule, c'est tout. Je pense que le vrai défi pour Bitcoin, ce sera pour les personnes qui le promeuvent et qui font de l'éducation financière, la sensibilisation, c'est de pouvoir créer des DApp ou des apps qui facilitent son intégration dans la vie de tous les jours, comme c'est le cas pour le mobile money. Et effectivement, ça c'est un gros challenge, même si
par rapport au début, aujourd'hui, il y a des choses qui se font. D'ailleurs, récemment, bon, j'ai pas encore eu le temps de vraiment traiter cette actualité, mais je l'ai vu passer, des gros acteurs du paiement tels que Ingenico, qui sont en train justement de se dire, bon, on va peut-être commencer à intégrer, on va dire, les cryptos dans leur ensemble. PayPal a fait des grosses annonces l'année dernière là-dessus, et Stripe également. Donc, bon, il y a certains acteurs du secteur qui se disent, ah, c'est dommage qu'on passe en fait par ces gros-là, mais ils sont utilisés par tout le monde. Donc, si un commerçant veut accepter les paiements en Bitcoin, ou même d'autres cryptos, forcément, ça passe en fait par ces gens-là parce que pour lui, avoir deux outils, c'est déjà trop compliqué. Oui, c'est pour ça que Mastercard aussi a fait une percée majeure sur les stablecoins. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il faut des acteurs locaux pour intégrer tout ça. Sinon, une fois de plus, on se retrouve dans la centralisation, dans la concentration qui est décriée par Satoshi. Mais ça va passer par là. On sera obligé de passer par là, de dire que un commerçant a besoin de se faire payer. C'est tout. en stable ou en Bitcoin. Qu'est-ce qu'on fait? QR code ou pas, ou transfert de wallet à wallet, ok. Ça, c'est la première partie. C'est facile pour nous, nous sommes des usagers, on n'a pas de sujet. Mais lui, le commerçant, après, il faut que dans sa comptabilité, ça, c'est notre paire de manches. Heureusement, il y a des cabinets comptables experts, donc, Hussein, que tu as reçu il y a quelque temps, qui comprennent ça. Et ça aussi, c'est l'envers du décor qu'on ne voit pas. On voit que l'usage au quotidien, peer-to-peer, mais derrière, il faut que ça rentre aussi dans la comptabilité d'une entreprise, qu'elle puisse dire, ok, j'ai reçu ça tel jour, ce jour-là, ça valait combien, donc je le transforme en ma devise locale pour pouvoir faire ma déclaration, pour que les services fiscaux, quand ils viennent contrôler, voilà. Ça aussi, c'est un challenge. Quel que soit le pays où se trouve le commerçant qui accepte, il faut qu'il puisse aussi se dire, moi, j'aurai l'autorité fiscale qui va venir, va me dire, mais tu dis que tu as reçu 0,05 Bitcoin, mais voilà, ça veut dire quoi? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que le stablecoin est l'entre-deux, pour l'instant. Et que, voilà, dans nos petits marchés, que ce soit en Amérique latine ou en Afrique, bon, le commerçant du marché n'a pas besoin de tenir une comptabilité au cordeau. Ça devrait aller. Il va dire, en estimation, c'est ça. Je peux avoir un acteur sur place qui va me le convertir en devise locale. J'aurai mes sous et puis on n'en parle plus. Mais quand on grossit, quand on est une entreprise structurée qui doit faire ses déclarations, mais il faut aussi avoir le partenaire bancaire qui va te dire, et pas que bancaire, des formations professionnelles, qui va te dire, ça ne me ferait pas. Ouais, mais il faut aussi ça, avoir le comptable, DAF et tout ça. Le DAF déjà en interne, qui va accepter. Parce que le dirigeant peut arriver en disant, allez, moi j'accepte le paiement en Bitcoin parce que tous ces petits jeunes-là, ils arrivent avec... tiens, avec voilà, ils arrivent... ou même le petit jeune adulte, ok, moi j'ai 2-3 USDC, je voudrais payer ton café à 5 USDC. Voilà, le dirigeant va dire, je suis à côté d'une université, ils ont tous des stables... voilà, hein, tu m'arranges ça, et le CFO va dire... non. Oh là 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 là. Et puis le comptable, voilà, donc c'est toute une mécanique derrière à mettre en place. Hein. Et c'est ça aussi le challenge de la société dans son ensemble, c'est d'accepter la blockchain et d'accepter que voilà, il y a une nouvelle façon de faire. Avant, on avait des cahiers, avant on avait le Minitel. Hein. Voilà. Ouais, bah oui, c'est. Après, faut se rappeler d'où on vient. Voilà. Et les changements, on est toujours réfractaires aux changements. Et puis finalement, on se dit, ça s'est bien passé, mais il faut le temps de se former. Et en France, on a le plan, je crois, le plan comptable national qui permet d'enregistrer toutes ces transactions là, que ce soit de l'investissement ou du paiement. On a le code monétaire et financier quand même qui se met à jour. Oui. L'ordre des experts comptables aussi qui est à l'écoute. Ouais, l'ANC. Voilà, même si il y a encore des comptables qui interdisent formellement d'investir dans le Bitcoin. J'en ai rencontré. Hein. Mais c'est aussi de la prévention. C'est pas parce qu'ils ne connaissent pas. C'est pour dire, demain, si je ne dis pas ça à mes clients, ils vont dire que tu ne m'avais pas prévenu, c'est ta faute. On va me le reprocher, c'est vrai. Donc, il y a le monde derrière aussi à éduquer. Bah, effectivement, je pense que on arrivera à une adoption
vraiment conséquente lorsque ça va rentrer dans les entreprises. Parce que pour les particuliers, aujourd'hui, on va dire c'est simple, parce qu'un particulier, même s'il n'a pas tout compris, on va dire à la théorie derrière Bitcoin et tout ça, il peut en acheter sur des plateformes régulées et en avoir en portefeuille sans même avoir compris les tenants et les aboutissants. Absolument. Par contre, pour une entreprise, il faut, comme tu disais, c'est un long processus. C'est pas juste le dirigeant qui a compris Bitcoin et qui est Bitcoiner. Il faut qu'il y ait la comptabilité, la fiscalité. Si, il y a des problèmes de trésorerie, donc c'est beaucoup plus complexe pour les entreprises. Mais pour autant, pour qu'il y ait vraiment une adoption, parce que Bitcoin, si on veut que ça arrive à un moyen d'échange pair à pair, une monnaie en quelque sorte, faut que ça soit utilisé dans le commerce. Donc ça, c'est vraiment le point qui est compliqué. Le point, l'irritant du moment. Voilà, c'est ça, l'irritant du moment, c'est que les commerçants l'acceptent et que même certains le gardent. Mais là, vraiment, on rentre aussi dans une autre complexité en fait pour le commerçant. Et une autre philosophie, parce que typiquement, dans la société occidentale, soit on investit dans Bitcoin, et là on a les crypto treasury companies qui sont là pour l'accumulation parce qu'ils croient en la valeur intrinsèque de Bitcoin. Mais bon, ça va aussi créer une rareté, n'est-ce pas, si certains en accumulent et ça ne circule pas. Et après, on a ceux qui disent ça peut être un moyen de paiement, mais il faut une fois de plus, en janvier 2024, ça valait $100,000. Aujourd'hui, on est à moins de 60 000. Comment comptablement, c'est un jeu d'écriture compliqué. D'autant plus que dans la déclaration fiscale, on a la notion de plus-value latente, qui est un frein aussi à la conservation. Il y a tout ça à prendre en considération, ce qui fait que il faut une harmonisation qui va prendre du temps. Il faut une harmonisation qui va prendre du temps. Il faut que certaines règles fiscales soient revues, certaines exigences aussi, notamment pour les banques, parce que les banques n'ont pas Bitcoin parce qu'elles ne veulent pas, mais on a quand même les normes BAL 2 qui régissent les actifs que peut posséder une banque. C'est clair. Donc, aujourd'hui, quand ces normes-là ne sont pas encore en faveur de l'inscription des actifs numériques dans les bilans des banques, forcément, les banques ne vont pas non plus aussi aisément les inscrire. Il y a tellement d'actifs numériques sur le marché que idéalement, ce serait des prêts lombards crypto. Je vais ouvrir juste une petite parenthèse. Mais le prêt lombard crypto, ça ne peut pas se faire sur 30 ans. C'est même pas possible parce que la valeur de Bitcoin, à fin décembre 2026, est-ce que tu es capable de dire... C'est l'or, te dirais $1 million, mais bon. Voilà. Donc, du coup, ok, tu as des bitcoins, tu veux les conserver ad vitam aeternam, mais tu as besoin de cash. Voilà une réalité. C'est ça. Et pour une entreprise, c'est encore plus dur parce que, d'ailleurs, c'est pour ça, on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, il faut toujours avoir une bonne proportion, une allocation qui est raisonnable, parce que, surtout quand on est une entreprise, on peut pas se permettre d'immobiliser son cash et de se dire, j'ai le temps d'attendre. Donc, il faut vraiment que ça soit une proportion dont on n'aura pas besoin à court terme. J'ai été très frappée de discuter avec un dirigeant d'entreprise. Et si tous les dirigeants pouvaient être comme ça, il vient me voir, j'ai besoin d'investir, je veux investir dans le Bitcoin. Je crois que ça vaut la peine d'investir au moins pour 2-3 ans. Ok, très bien. Quelle est votre activité? Découverte client. Ok, il a du cash. Et surtout, il a déjà investi sur des titres financiers classiques. Il a déjà une épargne conséquente. Son entreprise a déjà une épargne conséquente. Donc, il comprend ce que ça veut dire hold. Ouais, c'est ça. Non, hold. Voilà. Hodl. Il le comprend. Et il met une somme raisonnable. Et ça, pour faire cette démarche-là, ça veut dire qu'il me dit, j'ai pris le temps de comprendre. J'ai pris le temps, j'ai regardé, voilà, je peux mettre quelques dizaines de milliers d'euros, même si ça baisse, c'est pas bien grave. Ouais. Moi, je pars sur 2-3 ans minimum. J'ai déjà traversé la crise de 2008. Ça m'a fait rire. Voilà.
Voilà, Mais voilà. Mais c'était très intéressant d'avoir. Il y a de plus en plus de dirigeants qui veulent, d'autres qui viennent peut-être pour des raisons, on va dire, d'espoir que Bitcoin fasse x2 là, hein, et qu'ils revendent. Mais bon, non, il faut comprendre les vraies motivations des individus et des sociétés à détenir ou à utiliser du Bitcoin et s'assurer que ça correspond à leur objet économique et à leur vision, à leur organisation. Et c'est ça mon métier aussi, c'est de dire, c'est super, vous avez compris, mais de ma lecture, soit c'est le bon moment, soit c'est pas le bon moment, ou alors on tempère, on fait doucement, ou alors faites-en un peu plus, puisque c'est vraiment du sur-mesure là pour le coup. Oui. Ça peut souvent effrayer. Et puis à côté de ça, tu as des sociétés qui arrivent qui disent nous on veut faire ça, on veut même accepter le paiement en stablecoin parce que ce sera plus lisse pour les personnes. Est-ce que vous pouvez nous aider? Et là on se dit les dirigeants comprennent ils savent ce que c'est. Ils disent que nous le Bitcoin c'est un peu plus compliqué, on aurait bien aimé, mais si on le prend on va le conserver. Mais comme la situation n'est pas assez pérenne, peut-être qu'on va le revendre, donc on ne sait pas encore. La compréhension et l'intérêt y est. Et ça, c'est plutôt très très bon signe. Et c'est une grosse preuve de maturité. Et ça, moi, je l'ai vu plutôt chez des DAF. Parce que après eux, voilà, ils engagent leurs responsabilités. Donc eux, souvent, ont vraiment ce côté plus mature dans le discours. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les stablecoins deviennent pour eux vraiment un outil d'avoir une trésorerie, surtout pour les entreprises qui ont des filiales à l'étranger, de se dire un vrai outil de gestion de la trésorerie. C'est pas je spécule absolument pas ou quoi, c'est vraiment un outil qu'ils utilisent pour gérer une trésorerie qui est fragmentée quoi. Et en temps réel. Et en temps réel aussi. Et en temps réel parce que et c'est un outil d'investissement aussi parce que il y a les stablecoins qui sont rémunérés à J. Il peut avoir du yield. Enfin après on passe sur la finance décentralisée puisque le stablecoin n'est pas supposé fournir la rémunération dans l'Union européenne, mais c'est un vrai sujet pour les sociétés avec des filiales et des ramifications internationales. Tout à fait. Et on se retrouve dans ce que je te disais tout à l'heure, la conversion en devise locale. Tout à fait. Et ça reste toujours un peu un gros irritant quand même. Mais de dire qu'on va faire des réconciliations en interne en stablecoin, c'est aisé, mais c'est totalement aisé parce que c'est de quasi instantané. Enfin, on va dire 2, 3, 5 minutes, le temps que ce soit, s'il y a du multisig, voilà, que tout le monde signe. Voilà, on va dire le délai, c'est du multisig que tout le monde signe. Et c'est tant mieux parce que voilà, je me permets de bifurquer un peu. Sûr. La sécurité. C'est hyper important. Parce que autant c'est rapide, autant c'est one shot, ça ne revient pas. Hein. C'est fini. Le virement bancaire, on peut rappeler les fonds. Là, c'est parti. Sur la blockchain, c'est parti et ça ne revient plus. Hein. D'ailleurs, ça, c'est un point hyper important, la sécurité, mais aussi la gouvernance. Parce que le multisig que tu citais tout à l'heure, c'est une question de sécurité, mais aussi de gouvernance. Qui doit signer tout ça? Donc, moi, c'est un sujet que j'ai vécu avec l'un de mes clients. C'était, on va dire, on a passé 90% du temps de l'accompagnement sur la partie gouvernance de qui gère quoi dans les wallets d'entreprise et tout ça. Mais c'est un peu comme les accès à la banque à distance. Hein. C'est le DAF a le droit, la comptable a le droit de créer le RIB et d'émettre. Le DAF valide et le DG co-valide avant que ça ne parte. Oui. Enfin, c'est la transposition numérique de ce qui se fait dans le monde réel. Hein. Il y a rien de différent. C'est juste les outils qu'il faut prendre. Et choisir aussi le bon prestataire pour faire son multisig et sa conservation. En France, on a la chance quand même d'avoir des acteurs, très 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 bien construits, qui respectent énormément les consignes. Je peux avoir vu les dossiers MiCA des clients et de ces entreprises, c'est du solide. C'est vraiment du solide. Après, la brèche ne vient jamais des acteurs agréés, Mika. Même le gros hack de Bybit, c'était par un intermédiaire qui avait été corrompu avant d'arriver. Enfin, c'est toujours un intermédiaire qui n'est pas soumis à cette réglementation et à ce contrôle qui apporte la faille. Donc, en France, et c'est un peu, on va faire un petit écart avec FTX, qui a été
un scam, faut le dire. Et en France, on n'a jamais rien eu de pareil sur les actifs numériques. C'est dire le sérieux quand même des acteurs. Ça, je suis d'accord. Effectivement, la réglementation est tellement forte. En plus, on a évoqué Mika, mais aussi ils doivent respecter tout un tas d'autres réglementations sur la partie DAC 8. cyber. Ah bah Dora oui, aussi, Dora. voilà, sur la résilience opérationnelle. Donc, les pauvres, ils croulent sous des réglementations. Mais in fine, en fait, pour l'utilisateur, c'est le gage de se dire, bon, si je vais chez cet acteur, il a quand même, en fait, le b.a.-ba de la sécurité, quoi. Pas que le b.a.-ba. Ouais, c'est Sur la partie cybersécurité, c'est très très fort. Si tout le monde pouvait avoir ce niveau ce haut niveau de sécurité sur les plateformes crypto, ce serait génial. Parce que, enfin, déjà à commencer par les institutions d'État. Hein, quand je vois des France Travail se faire hacker. Bref, fermeture de la parenthèse. Voilà, ils sont un peu les cordonniers mal chaussés, je trouve. heureusement, quand on regarde avant d'être Mika, pour être agréé PSAN, il fallait passer un audit PASI. Enfin, pour ceux qui l'ont passé, c'était pas une mince affaire, hein. C'est quelque chose d'assez lourd. Et c'est pour ça qu'investir avec un acteur français en Bitcoin, on est sécurisé. Dans les autres pays aussi, puisque l'Union européenne, voilà, c'est couvert. En Asie aussi, on entend très très peu, mais très 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 peu de sujets de hack. Ils étaient en avance sur la technologie. Oui, et puis même sur la réglementation aussi. Voilà, Hein. on entend très très peu. Singapour, Corée du Sud, Hong Kong, il n'y a pas de hack parce que c'est des sociétés qui étaient far ahead sur la digitalisation des paiements. Mais des acteurs crypto européens ont un niveau de sécurisation très 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 élevé. On a vu avec le numéro 1 de la conservation Hard Wallet, qui a eu des tentatives de scam en utilisant son nom, mais ça n'a jamais été chez lui. Et c'est pour ça aussi que la confidentialité est très très importante. Et tous ces acteurs respectent cette confidentialité-là. Et on n'a jamais entendu parler de fuite chez un acteur crypto français. Ledger, peut-être. Ils n'ont pas eu de fuite. Oui, c'est leur prestataire. Voilà. Encore une fois. Ils n'ont pas eu de Voilà. fuite. Et il y avait du scam aussi. Du scam avec imitation Oui. de leur signature, de leur façon de parler, de leur discours. Mais c'est sécurisé. Donc, Effectivement, c'était le prestataire. Et anecdote sur ce sujet, j'ai un ami qui il reçoit un mail du Global, je sais plus trop le nom. Et en fait, le mail ressemble à un scam, alors que c'était un vrai mail en fait de la société. Pour l'informer que effectivement il y avait eu une brèche, donc il fallait faire attention au courrier qui était reçu. Mais le mail, il ressemblait à un scam. En fait, on est tellement parano maintenant que, Mais parce à juste titre. Hein. l'ingénierie sociale a très très bien évolué. Hein. Enfin, ils sont très très forts, même au niveau des appels. Malheureusement, les fuites de données qui ont cours depuis plusieurs mois en France font que on va tous devenir parano. Bah oui. Et ce que je dis toujours à ceux qui ont des actifs numériques, si vous recevez un appel de votre banque et c'est le numéro de votre banque qui vous appelle, raccrochez et vous rappelez votre banque. Voilà, c'est ça. C'est partout pareil. Et même Bitcoin a été un vrai sujet d'escroquerie en Afrique francophone sur les 5 dernières années. Je vois, avant Covid et après Covid, il y a eu énormément de fraude parce que aussi, on joue sur la fibre de la détresse financière des gens. C'est ça. Et c'est là où, avec toutes les sessions d'éducation, de vulgarisation qui se font au Gabon, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali, la jeune génération est plus alerte, mais quand des personnes sont prises au coup financièrement et qu'on leur dit mettez 1000 francs ou 10 000 francs et puis vous allez sortir 30 000, on l'a aussi ici, hein, on l'a également on l'a aussi et ici. on le fait, on m'a donné 30 000, c'est génial, c'est le Ponzi basique. C'est ça. Le Ponzi basique. Il faut une fois de plus que les personnes restent alertes sur le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est vrai que c'est un investissement, mais dans certaines zones géographiques, ça reste d'abord un moyen de paiement et d'échange intracommunautaire. C'est ça. Mon invité avant toi, c'était quelqu'un qui vit au Burundi.
justement, il expliquait que le côté réserve de valeur, en fait, au Burundi, pour l'instant, n'est même pas encore effleuré sur Bitcoin, parce qu'ils ont des vraies problématiques, notamment les entreprises, parce que le franc du Burundi, on va dire, c'est comme un biais de Monopoly, ça a pas cours en fait sur le marché de change international. Donc eux, pour sortir, ils sont obligés de passer par du dollar ou de l'euro. Les problèmes de devises en fait qu'on évoquait, chez eux, c'est tous les jours. Donc Bitcoin, c'est plutôt perçu par les entreprises comme un moyen de pouvoir commercer à l'étranger, tout simplement. Et après, de pouvoir tracer. Aussi. Dans du papier, parce que on-chain, on peut tracer, mais après qu'ils puissent l'enregistrer et faire des échanges internationaux, je pense pour l'instant, ça va rester longtemps un moyen d'échange de valeurs à travers différentes communautés. Oui, c'est ça. Moi, on arrive un peu vers la fin de l'interview. Je voulais revenir sur le domaine bancaire. Aujourd'hui, quels sont les usages qui, selon toi, vont prédominer, que ce soit en France ou, on va dire, dans le domaine bancaire de façon générale? On parle beaucoup de tokenisation. BlackRock n'arrête pas d'en parler tout le temps. Est-ce que c'est la tokenisation qui va prendre le pas? Est-ce que les stablecoins, justement pour les raisons qu'on évoquait, ou juste la proposition d'achat et de revente, comme on le voit avec un de tes confrères qui va proposer l'ETN. Il y en a un autre qui a fait une grosse annonce aussi via sa filiale en fin d'année dernière sur le fait de permettre à ses clients directement dans l'appli bancaire d'acheter et de revente des cryptos. Pour toi, où les banques se situent aujourd'hui et où est-ce qu'elles vont aller dans les années qui viennent? Je ferais plutôt l'inverse, c'est de dire que la blockchain va intégrer la plupart des services financiers des banques. La tokenisation n'en est qu'une des figures, parce que ça permet de digitaliser, de rendre plus rapide certaines choses, comme la DLT, Delivery des titres. C'est livraison, délai de règlement, livraison sur les titres financiers. Justement, le fait de mettre ça sur la blockchain, ça va permettre de faire des règlements livraison de titres beaucoup plus facilement. On va avoir les paiements qui vont rester un sujet, que ce soit avec l'euro numérique ou avec le stablecoin, ça va être périn. Ensuite, on va avoir l'investissement. Qu'est-ce que ça va donner en matière d'investissement? Aujourd'hui, les stablecoins étant un peu, entre guillemets, libres, on peut en avoir autant que on est capable d'en émettre. Il faudra juste se mettre d'accord sur une valeur d'échange, parce que si chaque banque se met à faire son propre stablecoin, comment on se l'échange? Ouais. Il faut que les banques puissent être en capacité de dire, bon, moi, je vais accepter le stablecoin de mon confrère, et lui pourra accepter mon stablecoin dans son livre. Voilà. Ça risque même de créer le même problème qu'on a avec les devises, les taux de change, en fait, si tout le monde a son propre stablecoin. À voir comment ça va évoluer, d'où l'insistance de la BCE de dire qu'il vaut mieux avoir un euro numérique pour les opérations wholesale. Comme ça, tout le monde est sur la même devise, sur le même token, même si ce ne sera pas sur la blockchain. Il y a ce point-là. In fine, si on fait du stablecoin, si une grosse banque internationale fait du stablecoin, ça a un sens parce qu'elle a des filiales hors France. Si on a son propre stablecoin pour fluidifier des transactions avec ses clients, pourquoi pas? Tout dépend. Et c'est ça qui est bien avec la blockchain, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire. C'est ça en fait c'est pour ça que je dis il y a pas d'avenir prédéterminé pour les banques. C'est la blockchain permet de faire tellement de choses. La titrisation par exemple. Avec la blockchain, on pourra le faire. On peut tokeniser un fonds monétaire et là le rendre accessible au plus grand nombre. Un fonds monétaire où le ticket d'entrée est à 50 000, on le tokenise et le ticket d'entrée est en 1 euro. Enfin, ça ouvre le champ des possibles. Ceux qui ne pouvaient pas investir avant, ils peuvent le faire maintenant. Je pense que c'est démocratiser la finance, en fait, finalement, la blockchain. Bitcoin, Satoshi, en créant Bitcoin, a démocratisé, peut-être sans le vouloir, une centralisation des services financiers. Parce que la tokenisation d'un fonds monétaire, c'est de pouvoir fragmenter un fonds monétaire, de le vendre et de l'acheter beaucoup plus rapidement, de créer des yields de court terme qu'on ne pouvait pas avoir avant.
Ça, par exemple, c'est un premier cas d'usage qui est en train de se démocratiser de plus en plus. On a des acteurs qui ne sont pas des banques, qui le font et qui vont peut-être travailler avec des banques demain. C'est ça aussi de dire, on a des startups, des jeunes projets qui ont créé un usage pour une banque et finalement, ça intéresse la banque et elle peut l'intégrer. Après, l'intégrer comment et sur quelle durée, on ne sait pas. Là où la blockchain aussi va aider la banque, ce sera aussi, et qui peut être aussi douloureux, c'est la suppression des différents intermédiaires. Qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui? Les produits d'assurance, par exemple, c'est vendu via la société de distribution de la banque et ainsi de suite. C'est comment la blockchain interfère là-dedans? Qu'est-ce que ça apporte en rapidité? Ça va aussi servir de certification? Parce qu'il n'y a pas que le côté financier, il y a le côté certification sur la blockchain. Tout à fait, qu'on oublie souvent. Voilà, authentification, certification. Donc, on commence, comme je l'avais dit quand j'étais avec Alexandre, on commence à peine à effleurer les possibles de la blockchain. Que le début pour ça. Ce n'est que le début, mais ce n'est que le début. Mais c'est une évolution dont on ne peut pas se détourner en fait. Les premiers arrivés vont peut-être essuyer les plâtres, mais auront plus de retour d'expérience. Après, ceux qui vont arriver parce qu'ils sont des gros acteurs, peut-être, comme le cas de BlackRock, il y a d'autres sociétés qui proposaient de l'ETF avant, on les regardait même pas. C'est clair, Grayscale par exemple. Et puis BlackRock, numéro 1 des fonds, a dit bon, je vais le faire, et ça a donné du crédit. Donc, il y aura ça dans les banques, chacun va essayer, tout ne va pas marcher, ça c'est certain, mais c'est comme ça qu'on apprend de ce qu'on peut faire en fonction de son environnement et de ce qu'on ne peut pas faire. Et sur le marché français et européen, tout le monde n'y est pas. Amica, la Belgique, pas vraiment. La Pologne, oui, elle va voir. Par contre, la France, c'est un vrai pays, là, pour le coup, qui comprend. D'ailleurs, c'est la France qui a créé. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parce que Cocorico. C'est un peu l'héritage de la loi Pacte. Voilà. Donc, la France est assez novatrice sur ça. Et tous les gros acteurs viennent chercher un agrément en France et dire la qualité, le sérieux, aussi bien du régulateur que des sociétés qui accompagnent, que ce soit les avocats, les fiscalistes et les spécialistes en régulation. L'Italie, l'Espagne, on ne sait pas. La Lituanie, elle a été précurseur sur la partie fintech. Sur la partie MiCA aussi, elle montre son sérieux. Chypre, Malte, l'Allemagne, qu'on n'attendait pas. Elle fait de belles choses. Pareil pour les Pays-Bas. Donc, il y a beaucoup de choses à venir. Les banques vont y aller. Les banques n'y vont pas parce que pour l'instant, le système fonctionne très bien tel qu'il est. Les usagers n'ont pas besoin de changer leur façon de travailler. On a Wero qui est arrivé en France. Oui. Mais sur la partie wholesale, titrisation, banque d'affaires, la blockchain sera utile. Et contrairement à ce qu'on peut penser, toutes les banques françaises regardent les actifs numériques, regardent la blockchain et cherchent comment l'intégrer pour que ce soit le plus bénéfique pour elles. En tout cas, ça se voit, on voit les annonces qui sortent petit à petit, donc on sent bien que elles ne sont pas au-delà des courriers qu'on peut recevoir. Il y a vraiment des équipes en interne qui réfléchissent à comment anticiper l'avenir, et parce que l'avenir de la finance, pour moi, il se joue là, donc elles ont intérêt à regarder. Avant, on avait des billets de banque. Après, on a eu la carte bancaire. Après, on a eu le paiement mobile. Il a fallu du temps. Moi, la première, pourquoi je vais avoir ma carte bancaire sur mon téléphone? Aujourd'hui, je connais plus mon code de carte bancaire. Voilà. Point banquier qui était très, très, très dans le système. Aujourd'hui, je découvre avec mes clients fintech et blockchain qu'il y a autre chose qui se fait, et les banques aussi l'ont compris depuis très très longtemps. Après, c'est de dire comment on le fait, et il y a aussi une question de monopole. Il faut pas l'oublier. Il faut pas l'oublier, c'est clair. C'est clair, c'est pour ça que je parlais des stablecoins, tu vois, tout à l'heure, en disant, effectivement, le monopole, c'est quelque chose de difficile à faire évoluer ou à lâcher. Peu importe qui c'est, quand on a du pouvoir, on n'a pas envie de le laisser passer. Le monopole aujourd'hui dans le monde économique se conserve par la qualité de service et la tarification. Celui qui est le plus efficient et le plus efficace, il conservera. Nous, en tant que personnes lambda, on reste avec nos prestataires de services parce que ça fonctionne bien et puis ça ne nous prend pas la tête.
Ce sera pareil pour la blockchain. Les banques qui pourront l'intégrer, qui pourront apporter ce service dont tu parles. Et c'est là où l'intelligence artificielle aussi est en train de venir en force. Elles auront tout gagné. Aujourd'hui, la jeune génération est très banque online. Oui, parce que la carte, tu peux la gérer toi-même. Je suis old school dans la banque. Avant, il fallait appeler la banque, faire un courrier signé, poster, faire le fax. Mais aujourd'hui, tout se fait avec une application. Et c'est facile. Mais demain, si tu as une contrainte, ou si tu as fait une transaction que par malheur, il y a le mot Cuba dans ton compte est fermé, tu n'as pas d'explication. Ouais, c'est ça, automatiquement. C'est le revers de ce genre de système. Donc, il faut trouver le juste milieu et que les gens ne se retrouvent pas exclus et donc se retrouvent à utiliser une blockchain. Qu'on ne se retrouve pas à refaire un même système en disant que, voilà, on est sur Bitcoin parce qu'on voulait décentraliser, on voulait le pouvoir au peuple. Mais ce qui est bien avec Bitcoin, je trouve, c'est que même si il s'intègre dans le système, on va dire, bancaire traditionnel pour certaines raisons, notamment pour les entreprises qui n'ont pas le choix, il y a toujours le fait qu'on peut utiliser la blockchain, on va dire, dans sa version la plus primaire, ce qui garantit le côté accessibilité. Donc, en fait, une utilisation à la fois dans les micros et grosses transactions, avec Lightning, une utilisation décentralisée, inclusive ou une utilisation institutionnelle. Donc ça fait un actif, moi je dis souvent, qui est protéiforme, et tant mieux parce que je pense pas que Satoshi voulait que ça soit utilisé uniquement par un groupe de personnes. Et c'est pour ça que tant qu'il y aura un ordinateur qui va tourner, il sera indépendant. BlackRock a investi il y a quelques années en arrière dans une entreprise américaine qui faisait l'une des plus grosses fermes de minage de Bitcoin. Je pense qu'aujourd'hui, ils cherchent comment avoir la main. Ouais. C'est très compliqué. Hein. Ah ben... Et c'est ça qui fait la force de Bitcoin. C'est que tant qu'elle est très diluée, cette façon de miner, personne ne pourra le contrôler, et tant mieux, parce que je pense qu'il faut des alternatives et des contrepoids au système pour que le système se dise toujours il faut qu'on s'améliore. C'est ça, et puis il y a aussi le fait de la décentralisation des nœuds qui fait qu'aujourd'hui c'est très compliqué de mettre la main sur Bitcoin, même si on investit, on achète une grosse partie de la supply, on n'a toujours pas en fait toute la puissance de calcul, donc c'est assez compliqué. Je voulais terminer l'interview sur une question un peu plus personnelle. Est-ce que depuis que tu es rentré dans le rabbit hole de Bitcoin, tu as appris des choses sur l'argent que tu ne savais pas avant, malgré ton passé de banquière? J'ai avec Alira, les cours en ligne, l'origine de la monnaie qu'on n'apprend pas forcément à l'université. Une approche différente de la monnaie, une imbrication avec les outils qui ont été créés, notamment celui d'Alan Turing. Donc, oui, j'ai compris l'esprit communauté. C'est la communauté et l'usage qui donnent la force à une monnaie. On le voit avec le dollar. Mais il faut sortir, entre guillemets, du système pour le voir. Tant que je comprenais ce qu'il fallait faire, je ne comprenais pas pourquoi, par exemple, le dollar était la monnaie la plus forte au monde. Mais il a fallu que je comprenne la notion de communauté du Bitcoin pour comprendre la force du dollar. Peut-être que d'autres personnes ont compris sans forcément aller dans le Bitcoin, hein. Mais il a fallu que je fasse ce parallèle de mes cours et c'est ce que j'explique aussi à mes collègues ou à certaines personnes que je rencontre en disant oui, mais le Bitcoin, ça vaut rien, ça repose sur rien. Et je dis non, ça repose sur une communauté en fait. Plus on utilise quelque chose, plus elle a une valeur. Non, c'est pas possible. Je fais ben si, le dollar. Et quand je dis le dollar, les gens comprennent la valeur que peut avoir le Bitcoin. Après, le Bitcoin, on peut pas le toucher comme on touche du papier. Après, ça viendra dans un deuxième temps. Mais j'ai compris pourquoi la monnaie, je vais pas rentrer dans des débats qui pourraient plaire à Pierre Noisa, par exemple, mais je comprends que le fait que la monnaie soit du ressort du pouvoir régalien, ça ne peut pas être dans les mains de n'importe qui, en fait. Et donc, la décentralisation, c'est bien beau,
mais on ne peut pas décentraliser totalement tout, sinon ça devient de l'anarchie. Donc il faut un juste milieu et peut-être Bitcoin va être l'outil qui permet de faire ce juste milieu-là. Et par rapport à la banque, oui, il y a des abus comme partout dans le secteur d'activité. On a Lehman Brothers, qui est la preuve, mais oui, on a donné le pouvoir à certaines entités, institutions de gérer la monnaie. Oui, elles ne font pas la pluie et le beau temps, elles appliquent des lois. Mais il fallait bien valoriser un cours d'échange et la monnaie a été ça et Bitcoin, peut-être c'est la V2. Merci beaucoup Estelle. Merci beaucoup Elodie, ça m'a fait plaisir de faire cette interview avec toi. Et moi donc. On sera obligé de refaire un autre épisode. Merci beaucoup. Avec plaisir.